Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me présente, professeur Abdelrahim Ziyet. Je vais vous présenter le TP de nutrition numéro 1 qui concerne la détermination de paramètres biologiques humains, à savoir la glycémie, l'hématocrite et les données anthropométriques. Je vous le présente sous forme de fichier PowerPoint avec le sang, étant donné les conditions de confinement liées à cette pandémie de la Covid-19. Alors, ce TP concerne donc un certain nombre de paramètres et c'est en relation bien sûr avec la nutrition, étant donné que une bonne nutrition permet la prévention de nombreuses maladies, notamment le diabète, l'anémie, le surpoids et l'obésité. C'est ce qu'on va voir dans ce TP. On va essayer de diagnostiquer ces différentes maladies. Alors, ce TP, on va le répartir en deux parties. Je vais vous présenter la première partie qui concerne la mesure de la glycémie, qui va nous permettre de diagnostiquer soit un diabète, soit un prédiabète, soit une situation normale, et la détermination d'hématocrite, qui concerne bien sûr le diagnostic de l'anémie. La deuxième partie sera présentée par ma collègue professeur Bouanani, qui va concerner donc l'étude de la composition corporelle par les méthodes anthropométriques. Et c'est pour diagnostiquer soit un surpoids, soit une obésité, soit une maigreur, soit un poids normal. Alors je vais commencer par un petit aperçu sur la régulation de la glycémie. Vous savez que la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. C'est un phénomène très bien régulé au niveau du sang. Et c'est un phénomène très complexe faisant intervenir plusieurs processus au niveau du foie, du rein, du système nerveux et du système endocrinien. Bien évidemment, la régulation hormonale est la plus efficace. Elle concerne deux hormones très importantes, l'insuline qui est hypoglycémiante, d'ailleurs c'est la seule hormone hypoglycémiante, et puis le glucagon qui est hyperglycémiant. Et vous avez une balance entre les deux, d'où l'importance du pancréas dans la régulation de la glycémie. Alors ce schéma résume de manière assez brève cette régulation. On prend ici donc deux situations de glycémie. Ici nous avons une hyperglycémie et là vous avez une hypoglycémie. On va changer, si vous voulez bien, le pointeur. Donc, alors vous avez ici le foie, le pancréas, et puis ici les cellules périphériques. Alors, en situation d'hyperglycémie, qu'on peut avoir à la suite d'un repas, cette hyperglycémie va stimuler des cellules bêta des îlots de Langerhans qui vont libérer de l'insuline. L'insuline aura plusieurs effets, mais le plus important, c'est de permettre le stockage du glucose au niveau du foie, ce qu'on appelle la glycogénogénèse, une genèse du glycogène. Et puis, l'utilisation périphérique, elle va favoriser le transport du glucose dans les cellules. Et donc, l'utilisation périphérique, c'est ce qu'on appelle l'utilisation périphérique. Et donc, ça permet de faire baisser la glycémie. La deuxième situation, c'est une hypoglycémie qu'on peut avoir à la suite d'un jeûne de plusieurs heures, par exemple. Et donc, il y a un manque de glucose. Dans ces conditions-là, ce sont des cellules alpha des îlots de Langerhans qui sont stimulées et qui vont libérer du glucagon qui aura les effets inverses par rapport à ceux de l'insuline, essentiellement une glycogénolyse, c'est-à-dire une dégradation du glycogène qui va libérer du glucose. Alors, je vais donner aussi quelques définitions pour pouvoir suivre correctement le TP. Alors, commençons par la glycémie à jeun. C'est une mesure qui est mesurée le matin, souvent après 8 heures
à 12 heures de jeûne. Alors, chez une personne âgée, on a besoin de 12 heures, mais chez une personne jeune, on peut se limiter à 8 heures de jeûne. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple, on mange le dîner à 8 heures du soir, et on reste jusqu'à 8 heures du matin sans manger, et à ce moment-là, on peut prendre une valeur de la glycémie à jeun. La valeur normale, elle est située entre 0,7 et 1,1 g par litre. C'est un test très important de dépistage et de suivi du diabète. Alors ce paramètre, il va nous donner une idée sur le fonctionnement des mécanismes de libération. C'est-à-dire qu'on va voir est-ce que le foie est capable de libérer de manière régulière du glucose pendant toute la nuit. Et donc il va satisfaire l'organisme pendant sa période de jeûne. La deuxième définition, c'est la glycémie postprandiale. C'est une glycémie mesurée après un repas, 2 heures après un repas. Et celle-là, elle présente plutôt des mécanismes de stockage, c'est-à-dire qu'on va voir, évaluer, est-ce que l'organisme est capable de stocker le sucre qu'on va lui donner. Au bout de 2 heures, la glycémie doit être inférieure à 1,4. Si elle la dépasse, ce n'est pas normal. Donc, valeur normale inférieure à 1,4, mais si elle est au-delà de 1,4, c'est soit un prédiabète, soit un diabète. On va voir les détails. Vous savez que cette hyperglycémie postprandiale, si elle continue, si elle est chronique, si elle se maintient tout le temps, elle peut avoir des effets néfastes sur la paroi vasculaire. Autre définition, c'est l'hémoglobine glyquée, qu'on appelle HbA1c. C'est une mesure du pourcentage de la proportion d'hémoglobine qui est liée au sucre. Et elle est proportionnelle au niveau de la glycémie. Plus la glycémie est élevée, plus il y a du glucose lié à l'hémoglobine. Alors c'est un mécanisme non enzymatique, ce qu'on appelle la glycation non enzymatique. C'est un processus physiologique normal qui concerne toutes les protéines, pas seulement l'hémoglobine. Et donc il désigne la fixation lente et irréversible du glucose sur les groupements aminés libres de protéines. Alors étant donné que l'hémoglobine se situe dans les globules rouges et que ces globules rouges circulent dans le sang environ 4 mois, donc cette mesure-là, HbA1c, elle permet d'avoir une idée sur la glycémie au cours des 2 à 3 derniers mois et non pas une valeur instantanée. Alors toujours sur l'hémoglobine glyquée, on l'utilise comme marqueur de l'équilibre glycémique chez le patient diabétique. Grâce à cette hémoglobine glyquée, on peut savoir si la personne diabétique a suivi un régime correct, est-ce qu'il a suivi un traitement correct, etc. Donc l'HbA1c est un reflet cumulatif de la glycémie moyenne des mois qui précèdent le dosage et est utilisé en pratique courante pour évaluer de façon rétrospective l'efficacité du traitement, c'est-à-dire qu'on va nous donner une idée sur l'historique de la glycémie. Et ça nous donne une idée aussi sur le risque de complications chroniques. Quelqu'un qui a une valeur élevée de HbA1c, aux alentours de 10%, 11%, 12%, ça c'est beaucoup. Ça veut dire que cette personne a de forts risques d'avoir des complications chroniques. Quand on parle de complications, c'est par exemple des complications au niveau de la rétine, où il perd un petit peu la vue, ou une complication au niveau des reins. Alors, chez un diabétique, on demande que HbA1c soit inférieur à 7%. On considère que si c'est une personne diabétique et il a 7%, c'est normal. Mais par contre, chez une personne qui n'a pas de diabète, c'est aux alentours de 5,7 jusqu'à 6 et quelques. Alors, voici la relation glycémie-hémoglobine glyquée. Vous avez les deux dames qui sont représentées ici. D'un côté, la glycémie en grammes par litre et de l'autre côté, l'hémoglobine glyquée en pourcentage. Vous voyez que si on va
aux alentours de 1 g par litre, l'hémoglobine glyquée elle est de 6%. Si vous allez à 1,8, vous êtes aux alentours de 8%. Si on va vers 2,4, 2,5, on est à 10% de l'hémoglobine glyquée. En fait, ces deux tests, l'hémoglobine glyquée et la glycémie à jeun, sont complémentaires et sont considérés comme des marqueurs du contrôle de diabète. On les utilise tous les deux. La glycémie à jeun est un instantané de l'état glycémique. Par contre, l'hémoglobine glyquée, elle nous donne une idée sur l'historique des 2 à 3 derniers mois. Et enfin, donc l'hémoglobine glyquée est un marqueur du risque de complications du diabète à long terme. Quatrième paramètre à noter, et c'est ce qu'on va faire en TP, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Alors c'est une hyperglycémie, comme l'indique le titre, elle est provoquée, c'est-à-dire qu'on va donner du sucre à la personne, et puis on va mesurer avant de donner les sucres et après avoir donné les sucres, comment évolue la glycémie dans le sang. Elle permet, cette hyperglycémie, c'est un test qui est utilisé couramment. Ça permet de diagnostiquer soit un diabète, si la glycémie à 2 heures après avoir pris le sucre, si elle est supérieure à 2 grammes par litre. Si elle est entre 1,4 et 2 grammes par litre, c'est une situation d'intolérance au glucose. Et si elle est inférieure à 1,4, c'est tout à fait normal. C'est un test qui est utilisé également pour diagnostiquer un diabète chez la femme enceinte. C'est un test réalisé entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Voici les valeurs normales dans ce tableau que vous avez dans le Polycope également. Ici, vous avez le sujet normal, le sujet prédiabétique, qu'on appelle intolérance au glucose, et le sujet diabétique. Et puis, vous avez tous les paramètres. La glycémie à jeun, elle est entre 0,7 et 1,10, j'ai un sujet normal. Entre 1,10 et 1,24 jusqu'à 1,25 en prédiabète. Et au-delà de 1,26 chez un diabétique. Vous avez également la glycémie postprandiale, les valeurs de l'hémoglobine glyquée dans les différentes situations, et puis l'absence ou présence du glucose dans les urines. Alors, pour la manipulation, on va utiliser des glucomètres avec les bandelettes spécifiques du glucomètre, qu'ils soient Accu-Chek ou autres. Il suffit de piquer le doigt avec un stylo piqueur monté d'une aiguille stérile qui sera utilisée une seule fois, elle est jetable. Et puis, on va appuyer sur le doigt pour faire sortir du sang et on dépose dans la fente de la bandelette une petite goutte de sang. Puis la valeur va apparaître très rapidement après quelques secondes. Alors, la mesure de la glycémie, elle est faite chez 6 étudiants, 3 filles, 3 garçons, dans 3 situations différentes. La première situation, c'est une première mesure, temps zéro. Alors, ça dépend, l'étudiant, s'il est à jeun, s'il n'a pas encore mangé, ou si elle a mangé, on va la considérer comme une postprandiale. Et puis, on va lui donner du sucre et on va mesurer sa glycémie 30 minutes après cette surcharge à raison de 1 g de saccharose par kilogramme de poids. Une personne de 60 kg aura 60 g de saccharose diluée dans 100 ml d'eau. Et puis la troisième mesure, elle est faite 2 heures après la surcharge de glucose. Donc la mesure de 30 minutes va nous montrer un pic de glycémie. La glycémie va monter. Et après 2 heures, elle devrait revenir en dessous de 1,4. Voici les valeurs, je vous donne des valeurs d'un groupe qui a déjà fait le TP. Vous avez donc la glycémie temps 0, au temps 30 minutes et au temps 120 minutes pour les 3 filles et pour les 3 garçons. Vous voyez par exemple là que nous avons au départ pour la fille 2 0,85. Elle monte à 1,15 après 30 minutes et elle revient 0,85 après 2 heures. Donc vous allez utiliser ces résultats
pour faire le compte rendu. Le deuxième paramètre que je vais traiter dans cette première partie, c'est l'hématocrit que vous avez déjà vu en S4. Vous savez que les valeurs normales sont situées entre 35 et 50%. Et il y a une différence entre femmes et hommes. Chez les hommes, c'est 45 plus ou moins 5, c'est-à-dire ça se situe entre 40 et 50. Et chez la femme, 42 plus ou moins 5, c'est-à-dire entre 37 et 47. Alors, il y a un autre point très important pour diagnostiquer l'anémie, c'est le taux d'hémoglobine qui se trouve dans le sang. On ne va pas le mesurer en TP, mais pour le savoir, pour avoir une idée, chez les hommes, on a de 14 à 16 grammes d'hémoglobine par 100 ml de sang, et chez les femmes, 12 à 14 grammes d'hémoglobine par 100 ml de sang. Alors, bien évidemment, ce TP qui concerne l'hématocrit, il a une relation avec la nutrition, puisque les globules rouges sont fabriqués par la moelle osseuse, mais le bon fonctionnement de cette production, elle dépend de beaucoup de choses, y compris un très bon apport en vitamines B12, B9, la vitamine C. Il faut un apport adéquat en fer aussi. Quand il y a un manque de fer, c'est de l'anémie ferriprive. Alors les reins participent également en sécrétant une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine qui stimule les cellules souches de la moelle osseuse. Et puis, les globules rouges vont circuler 4 mois, puis seront détruits essentiellement dans la rate, et on va récupérer le fer pour le recycler. Alors, en termes de manipulation, on va piquer le doigt comme tout à l'heure, on va remplir un tube à hématocrit, et puis on va centrifuger les tubes de 6 étudiants, et on va comparer filles et garçons. Alors, voici un tube hématocrit rempli. Ici, vous avez de la pâte à modeler pour boucher le tube à hématocrit. Alors, ces tubes contiennent de l'héparine à l'intérieur pour éviter la coagulation du sang. Alors, une fois qu'on a centrifugé, on va faire séparer les différentes parties du sang, les globules rouges, globules blancs et plasma. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est déterminer la distance petit h, qui concerne les globules rouges, et la distance grand H, c'est le volume total. Et il suffit de faire le rapport petit h sur grand H fois 100 pour avoir l'hématocrit. Voici les résultats de 6 étudiants de l'hématocrit. Là, vous avez filles, alors 4, 5, 6, parce que ce n'est pas les mêmes filles qui ont mesuré la glycémie. Donc ça fait 37, 37, 33, 42 pour les filles. Pour les garçons, 45, 43, 50. Si vous faites la moyenne des garçons et des filles, vous allez voir une différence. Voilà pour la première partie.